Bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau live de révision pour le baccalauréat de SES. Alors aujourd'hui, on va faire un petit point sur la dissertation et l'épreuve composée. Alors on va commencer tout de suite avec la dissertation. Première chose, je vous ai préparé une slide où on va pouvoir faire un récapitulatif de tout ce qu'il faut faire pendant la dissertation, au brouillon et pour la rédaction. Donc on y va, c'est parti. Alors, première chose, un tableau indicatif sur le timing. Voilà, tout est détaillé, extrêmement précis. Première chose, vous lisez le sujet et vous analysez chaque mot du sujet. Donc on reviendra en détail sur comment analyser les mots du sujet, mais première phase, voilà, on prend 10 minutes pour lire le sujet et analyser les mots importants du sujet. Deuxième temps, 5 minutes pour proposer une première problématique, un plan provisoire, avec les grandes parties éventuellement, grand 1, petit 2, avec vos idées à l'intérieur. Ensuite, on prend un quart d'heure pour faire un brainstorming. C'est-à-dire que vous mettez sur votre brouillon toutes les idées que vous avez, peu importe si vous pensez qu'elles sont hors sujet, si vous pensez qu'elles n'ont rien à voir avec le sujet, mettez toutes vos idées sur le papier. Vous essayez de les classer par thème, histoire de pouvoir les replacer dans vos parties et vos sous-parties plus facilement. Vous pouvez modifier ensuite votre problématique et votre plan grâce à votre brainstorming. Et par la suite, vous allez commencer à lire les documents. Alors, les documents, vous allez analyser chaque document pour pouvoir en extraire les informations principales, c'est-à-dire les informations qui vont vous permettre de pouvoir illustrer certaines idées dans votre dissertation. Une fois que vous avez tous les éléments sur votre brouillon, toutes les idées classées par thème, les vôtres et celles des documents, vous pouvez ensuite élaborer votre plan avec les grandes parties, les sous-parties et les paragraphes que vous allez développer à l'intérieur. Vous n'oubliez pas de rédiger votre introduction au brouillon, puisque l'introduction c'est la partie peut-être la plus importante de votre dissertation. Donc vous pouvez bien prendre 30 minutes pour faire votre introduction au brouillon. Ensuite, vous gardez à peu près 1h50 pour la rédaction et le développement de vos sous-parties. Et éventuellement 10 minutes pour vous relire, éviter les fautes et les phrases qui auraient peu de sens. Alors voilà, on va maintenant passer à la prochaine slide qui va nous permettre de visualiser comment est-ce qu'on fait pour analyser le sujet. Tout d'abord, on essaye de repérer les mots-clés. C'est-à-dire ceux qui vont faire référence à des connaissances de cours que vous avez sûrement apprises et que vous devez essayer de replacer dans votre copie. Donc vous repérez les mots importants et vous commencez par essayer de les définir. Et normalement, ces définitions vont vous permettre d'accéder à de nouveaux mots qu'on va appeler les mots pivots, c'est-à-dire les mots qui vont permettre d'agrémenter votre copie et de proposer de nouvelles idées qui ne vous seraient pas venues éventuellement lorsque vous avez effectué votre brouillon. Enfin, on regarde bien les mots de la consigne, c'est-à-dire, est-ce que ça commence par expliquer, montrer, comparer, comment, pourquoi? Alors, pourquoi justement? Parce que chaque mot va faire appel à un développement différent. Par exemple, si ça commence par le mot pourquoi, vous allez devoir montrer les causes, puis les conséquences. Si ça commence par expliquer, montrer, là vous allez devoir démontrer un mécanisme, c'est-à-dire comment fonctionne telle ou telle notion et comment est-ce qu'elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Voilà pour l'analyse du sujet. Passons maintenant à la prochaine slide. Qu'est-ce qu'une bonne problématique? Il nous faut d'abord analyser ce qu'est une problématique. Lors de votre analyse du sujet, plusieurs questions vous seront venues en tête. Ces questions, vous les aurez notées au brouillon. Et votre problématique, le but de la problématique, c'est bien d'essayer d'imaginer une question qui va permettre de synthétiser toutes les questions que vous vous êtes posées pendant votre analyse du sujet. Et ce sera le fil d'Ariane de votre devoir, c'est-à-dire le fil que vous allez suivre tout au long du développement. Vous allez perpétuellement vous poser la question, est-ce que ce que je suis en train de développer est en train de répondre à ma problématique? Si oui, vous pouvez continuer, sinon il faut supprimer ce que vous êtes en train d'écrire. Alors comment avoir une bonne problématique?
D'abord, il faut mettre en lien les différents concepts, c'est-à-dire, lorsque vous allez analyser les mots du sujet, il va falloir lier les notions entre elles pour pouvoir effectuer un développement, une argumentation claire et logique. Ensuite, il vous faut une problématique qui soit simple, précise et cohérente. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à faire quelque chose de trop compliqué, on veut simplement résumer toutes les questions qu'on se pose dans une question simple et précise. Alors, généralement, la problématique en SES est posée sous forme d'une question fermée, c'est-à-dire à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Pourquoi? Parce que généralement, les plans en SES, c'est soit un plan oui-non, soit un plan cause-conséquence. Alors, votre problématique doit être originale et pas insolvable, c'est-à-dire qu'on ne puisse pas y répondre. Ne faites pas quelque chose de trop bateau, mais pas quelque chose de trop original non plus. Voilà, il faut rester, je dirais, soft dans votre énoncé de la problématique. Il ne faut pas se limiter nécessairement à une seule question. Vous pouvez éventuellement en mettre 2, maximum 3, mais généralement, voilà, on arrive à faire une question globale qui englobe toutes les questions. Et enfin, le but de la problématique, c'est bien de mettre en évidence le débat qu'il va y avoir dans votre copie. Dans votre copie, on va avoir différents arguments qui vont s'affronter, et je dirais que la problématique, c'est l'annonce du débat qui va se dérouler dans votre copie. Donc, mettez en évidence ce débat via la question que vous allez poser dans la problématique. Ensuite, on va voir maintenant quelques pièges à éviter lorsqu'on formule sa problématique. Tout d'abord, évitez de multiplier les questions, d'enchaîner les questions, puisque la problématique, comme on vient de le voir, c'est une voire 2 questions, ni plus ni moins. Parfois, le sujet est déjà problématisé, sous forme de questions. Donc là, le but, l'enjeu, ce sera de reformuler le sujet, c'est-à-dire d'expliquer les mots du sujet que vous avez analysé, et éventuellement de la reformuler avec d'autres mots issus des définitions que vous avez faites au brouillon, pour en proposer une nouvelle formulation, peut-être plus précise et mieux expliquée que le sujet lui-même. Passons maintenant à la suite, le brainstorming. Alors, avant tout, le brainstorming, il doit être fait avant d'avoir lu les documents. Pourquoi? Parce que si vous lisez les documents avant, vous allez vous bloquer sur les documents. Et donc, vous allez oublier certaines notions que vous avez vues en cours et vous contenter de ce qui est écrit dans les documents. Donc, faites-le avant. Le brainstorming doit être rapide, débridé, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à mettre tout ce qui vous passe par la tête. De façon classée, mais mettez toutes vos idées. Il ne faut pas se contenter du cours, il faut faire référence à toutes vos connaissances. C'est le moment de mettre à profit toute votre connaissance générale. Donc ça peut être l'actualité, ça peut être des films, ça peut être des articles que vous avez lus. Donc ne vous privez pas de certaines pistes, mettez vraiment tout ce qui vous passe par la tête. Ensuite, le but c'est de regrouper toutes vos idées, de les classer par thème, éventuellement en les numérotant, petit 1 ou petit a, de manière à pouvoir construire votre plan plus facilement en mettant petit 1, petit 2, petit 3. Ce sera plus clair sur votre feuille, et si c'est plus clair sur votre feuille, ça sera clair dans votre développement. Petite astuce, écrivez toujours sur un côté de la feuille, jamais recto verso, puisque certaines fois, avec le stress au bac, on oublie de retourner notre feuille de brouillon, et on se prive d'idées qu'on avait marquées sur l'autre côté de la feuille. Ok, passons à la suite. Comment bien étudier les documents qui vous sont proposés? Toujours réaliser 2 lectures. La première pour surligner, annoter un petit peu les informations importantes que nous propose le document. Et ensuite une deuxième lecture pour essayer de classer les informations proposées par le document dans les différents thèmes que vous aurez élaborés lors de l'analyse du sujet. Pour les documents statistiques, c'est-à-dire les tableaux, les histogrammes, où vous avez des pourcentages, essayez à chaque fois, et je dirais même qu'il faut le faire à chaque fois, faites un calcul pour montrer que vous avez compris le document et pour faire parler les chiffres qui sont présents dans ces documents. Montrez au correcteur que
vous savez analyser un document et que vous savez le réutiliser éventuellement pour illustrer l'un de vos arguments, hein, puisque c'est souvent à ça que vont servir les documents, c'est apporter une sorte d'exemple, hein, une illustration de ce que vous voulez démontrer. Enfin, faites attention, dans les documents qu'on vous propose, tout n'est pas utilisable. Hein. Il faut faire le tri entre les informations qui se rapportent à votre sujet, et encore plus précisément à votre problématique. Donc faites le tri, ne gardez que les informations qui vont venir répondre à votre problématique. Il ne faut pas tout utiliser dans les documents. Hein. Si vous utilisez tout, vous risquez de faire quelque chose qui peut être plus ou moins hors sujet, et ça va vous pénaliser au niveau de la note. Ensuite, continuons avec la prochaine slide. Pour l'étude de documents, ne vous contentez pas de paraphraser. Hein, bien sûr, il faut citer le document. Vous pouvez citer document 1, document 2, mais ne recopiez pas les phrases du document. Dites, voilà, comme on le voit dans le document 1, on peut dire que le niveau de diplôme protège du chômage, par exemple. Voilà comment utiliser un document. Il faut le citer pour illustrer votre idée. Ne pas utiliser l'idée du document en citant le document, ça n'a aucun intérêt. Utilisez-le pour vos idées personnelles qui doivent être illustrées par les documents. Enfin, n'oubliez pas de numéroter vos idées de façon à pouvoir, si vous vous rendez compte que vos parties sont déséquilibrées, à pouvoir les changer de place plus facilement. Voilà, on va pouvoir passer à la suite. L'élaboration de votre plan détaillé. Alors, n'oubliez pas toujours avoir à l'esprit que votre plan découle de votre problématique. Donc il faut absolument que vos grandes parties, grand 1, petit 2, soient des réponses, des morceaux de réponse à la problématique. Donc vous trouvez généralement 2 axes. Comme j'ai dit tout à l'heure, en SES, on a souvent un plan en 2 parties. Les plans en 3 parties sont plus difficiles et sont souvent un petit peu répétitifs. Donc évitez les plans en 3 parties, privilégiez plutôt le plan en 2 parties. Bien trier ses idées en fonction des documents, en fonction des différents thèmes que vous voulez expliquer dans votre dissertation. Et une fois que ces idées sont regroupées, vous pouvez vous lancer dans éventuellement la rédaction de quelques définitions et dans la rédaction de quelques paragraphes argumentés. Allons-y pour la suite. Quelques conseils concernant l'élaboration du plan. Le plan doit toujours être contenu sur une feuille A4. Pourquoi? Pour pouvoir avoir l'ensemble de votre plan en un clin d'œil et pouvoir éventuellement modifier certaines choses. Alors, sur votre copie, par contre, vos parties ne sont pas forcément... afficher les grandes parties et les sous-parties, ce n'est pas obligatoire. Mais moi, je vous conseille de le faire. Utilisez les grands 1 et les petits 1, puisque si vous mettez des titres et des sous-titres, votre argumentation sera plus logique. C'est-à-dire que vous pourrez classer vos idées et le correcteur verra l'évolution de votre pensée grâce à ces titres. Donc moi, je vous conseille quand même de mettre les titres que vous avez formulés sur votre brouillon sur votre copie. Dans chaque grande partie, il faut au moins 2 paragraphes par sous-partie. C'est-à-dire, si vous faites un grand 1, petit 2, il vous faut 4 sous-parties. Pour la rédaction des sous-parties, vous avez sûrement dû le voir en cours, vous avez une méthode type, la méthode AEI, c'est-à-dire que vous commencez par affirmer votre idée, ensuite vous l'expliquez et vous n'oubliez pas de l'illustrer grâce à un exemple de votre choix ou un exemple des documents qui vous ont été fournis. Enfin, n'oubliez pas d'aérer votre copie et de bien faire une idée par paragraphe. Quand une idée est terminée, vous sautez une ligne et vous attaquez une deuxième idée avec un deuxième paragraphe. Hein, et sautez bien 2 lignes entre chaque grande partie pour pouvoir avoir quelque chose de clair et de cohérent. Allons-y pour la suite. L'introduction. Alors l'introduction, grosse partie de la dissertation. N'hésitez pas à prendre un petit peu plus de temps sur cette partie. La méthode de l'introduction, c'est d'abord une accroche. Alors l'accroche, ça peut être plusieurs choses, ça peut être une référence à un élément d'actualité, ça peut être une citation, ça peut être un film que vous avez vu, ça peut être, je ne sais pas, un article que vous avez lu, et qui fait référence au sujet que vous allez traiter. C'est-à-dire que l'accroche doit donner envie à votre lecteur de continuer la lecture.
Donc il faut que ça l'accroche, il faut qu'ils se disent « Tiens, c'est intéressant ce sujet, je vais continuer à le lire ». Deuxième partie de l'introduction, vous définissez les termes du sujet. Donc vous avez repéré les mots-clés tout à l'heure pendant l'analyse, et bien maintenant il faut les définir un par un dans votre introduction. Ensuite, n'oubliez pas de questionner le sujet, c'est-à-dire voilà, où est-ce qu'on se trouve, dans quel contexte, le contexte spatio-temporel, on est dans quelle année, on est dans quel pays. Voilà, vous définissez tout ça dans votre problématique à la suite des définitions des termes du sujet. Ensuite, il faut maintenant annoncer votre problématique. Alors, petite astuce pour annoncer la problématique, utilisez dans votre tête la formule « nous allons démontrer que ». Alors, ne l'écrivez pas sur votre copie, mais dans votre tête, dites-vous « nous allons démontrer quoi ». Et une fois que vous avez trouvé la réponse à cette question, vous pouvez formuler votre problématique à l'écrit et ensuite annoncer votre plan en deux parties. On verra d'une part ceci, cela, et on verra d'autre part ceci, cela. Voilà pour l'introduction. Passons à la suite. Quelques conseils pour votre introduction, toujours. Ne jamais donner de réponse dans l'introduction. L'introduction n'est jamais une réponse à la problématique. C'est une annonce de ce qui va se passer dans le développement. Ensuite, elle doit représenter environ 10 à 20% de votre devoir. Donc c'est-à-dire qu'elle va représenter peut-être une page dans votre dissertation. Il faut, si possible, continuer entre les différents compartiments d'introduction un passage progressif. C'est-à-dire que il faut qu'on évite de voir que c'est trop scolaire. C'est-à-dire l'accroche, ensuite sans transition, on fait les définitions, sans transition, on fait la problématique. Il faut essayer de lier tout ça avec des phrases de transition. Voilà, après, c'est vos capacités d'expression écrite qui parlent à ce moment-là. Ensuite, pour l'accroche, mieux vaut ne pas mettre d'accroche que de mettre une accroche un petit peu bateau, du style de tout temps les hommes, ou de nos jours on sait que. Voilà, évitez ce genre d'accroche qui vous pénaliseront plus qu'autre chose. Il vaut mieux ne rien mettre que de mettre une mauvaise accroche. Enfin, voilà, pour annoncer votre plan, utilisez la méthode, on verra dans une première partie que, puis nous verrons dans une seconde partie que. Voilà, on annonce son plan en deux parties, et ensuite on peut se lancer dans le développement, qu'on va voir maintenant avec la prochaine slide. Les règles de la rédaction. Alors, chaque grande partie doit commencer par une ou deux phrases d'introduction, c'est-à-dire qu'avant de mettre votre titre, vous pouvez expliquer ce qui va se passer dans cette partie, en quelques lignes, une ou deux lignes, pas plus. Ensuite, vous mettez votre titre, vous mettez bien en évidence, c'est-à-dire la structure physique des titres et des paragraphes. On doit voir dans votre copie la structure de votre pensée, c'est-à-dire par quoi on commence, quelle est la première idée, quelle est la deuxième idée, et ça doit être formalisé par des paragraphes, comme on l'a vu tout à l'heure, un paragraphe par idée, et dans chaque paragraphe, on fait bien la méthode AEI, où on explique, où on affirme l'idée, on l'explique, et on apporte toujours voilà, un petit exemple issu de vos connaissances ou des documents fournis. On ne développe bien sûr qu'un seul paragraphe par idée et par sous-partie, deux paragraphes par sous-partie, mais une idée par paragraphe. Ne jamais affirmer sans preuve quelque chose qui vous paraîtrait peut-être évident, il faut toujours justifier son idée. Ne jamais essayer de dire quelque chose si on n'a pas les arguments qui vont derrière, les connaissances de cours ou un exemple pertinent. Et enfin, essayez de hiérarchiser vos arguments. Ne commencez pas par ce qui est un petit peu superflu, commencez vraiment par le plus important, peut-être partir du général pour aller jusqu'au plus précis, en forme d'entonnoir. Vous partez de ce qu'on voit globalement dans le sujet, puis petit à petit vous spécifiez, vous réduisez le sujet à ce qui est le plus précis, jusqu'à arriver à la conclusion. Justement, la conclusion, elle doit faire le bilan de votre devoir. C'est-à-dire qu'elle doit reprendre chaque grande partie et chaque idée de votre devoir, et elles doivent être résumées, vos idées, par une phrase. Donc une phrase par idée, on a vu que, puis on sait que, puis on a vu encore ceci.
Voilà, il faut tout résumer par une phrase. C'est peut-être plus facile, puisque pour faire la conclusion, vous n'avez qu'à reprendre finalement les phrases de conclusion de chacune de vos grandes parties, et quasiment les recopier dans la conclusion. Ne pas oublier de répondre à la problématique, puisque quand même vous avez fait tout le développement, ce serait bête d'oublier de répondre à la fin dans la conclusion. Alors la réponse n'est jamais oui ou non, c'est toujours un petit peu nuancé. Après c'est à vous d'argumenter. Vous pouvez éventuellement proposer une ouverture, c'est-à-dire peut-être une ouverture vers un autre sujet, ou un sujet qui serait corrélé à celui que vous avez développé. Ce n'est pas obligatoire, donc si vous n'en faites pas, ce n'est pas pénalisé. Donc si vous n'êtes pas sûr de votre ouverture, n'en faites pas, puisque si elle est mauvaise, là par contre ce sera peut-être pénalisé. Voilà pour cette méthode de la dissertation. Je ne sais pas s'il y a des questions sur la dissertation sur les chats ou sur le live, non? Oui, on a quelques questions. Si, on a quelques questions quand même. Alors, Faïna qui me dit, est-ce qu'on peut pas plutôt prendre la problématique du sujet et la triturer un peu, enfin la question du sujet et la transformer en problématique? Alors, éventuellement, on peut faire ça si vous voyez vraiment que le sujet est déjà fortement problématisé. Mais si vous ne faites que reprendre le sujet et vous changez quelques mots, on va vous reprocher justement de ne pas avoir problématisé le sujet. C'est-à-dire que vous avez le sujet en face de vous, il faut vous poser des questions. Et l'ensemble de ces questions va vous amener à une question globale. Et si vous ne faites que reprendre le sujet en modifiant les mots, eh bien, on va se dire que cet élève n'a pas réfléchi assez au sujet. Donc ça va vous pénaliser. Donc voilà, ça peut être à double tranchant. Moi, je vous conseillerais quand même de bien faire la méthode qu'on a vue ensemble, d'essayer d'analyser le sujet pour en tirer une autre question plus globale que celle proposée par le sujet. Marie qui se demande est-ce que tu peux préciser un peu, redonner des détails sur l'accroche? Elle n'a pas bien compris. Alors l'accroche, c'est Comme accroche. l'accroche, c'est la première phrase de votre dissertation. C'est celle qui doit donner envie à votre lecteur de continuer la lecture. Donc il faut que ce soit quelque chose pas de choquant, mais de pertinent et d'accrocheur pour le lecteur. Vous pouvez, je vous conseille de lire le journal. À chaque début d'article, vous avez une phrase d'accroche qui donne envie de continuer à lire. Ou comme quand vous surfez sur Facebook, vous voyez les articles, à chaque fois il y a un titre en haut qui vous donne envie de cliquer et de continuer. La phrase d'accroche, c'est pareil. Il faut que ce soit quelque chose qui donne envie à votre lecteur de continuer la lecture. Et là, il faut utiliser vos connaissances personnelles, des exemples d'actualité ou d'exemples que vous avez vus en cours pour pouvoir entamer de façon un petit peu, un peu forte votre dissertation. C'est bon? Alors allons-y pour la méthode de l'épreuve composée. Alors l'épreuve composée en 3 parties. On va commencer par l'épreuve composée partie 1. Alors je le dis tout de suite, ce n'est pas des questions de cours. C'est bien le titre de cette épreuve, c'est mobilisation des connaissances. Alors effectivement, vous avez 2 questions qui font référence à 2 chapitres différents de l'année. Alors déjà la durée de l'épreuve, pour cette partie EC1, c'est 1 heure. Donc 30 minutes par question et environ une page par question. C'est bien en termes de quantité. Ensuite, pour ce qui est attendu, on peut passer à la suite. Pour ce qui est attendu dans cette épreuve, c'est d'abord analyser la question, un peu comme pour la dissertation finalement. Vous analysez bien les mots de la question pour comprendre en fait ce qui vous est demandé. Vous définissez les termes du sujet pour pouvoir éventuellement rajouter des connaissances. Et vous devez également cibler la consigne. Encore une fois, regardez bien les mots qui sont posés dans la question. Est-ce que c'est comment? Est-ce que c'est pourquoi? Est-ce qu'on demande de démontrer quelque chose? Est-ce qu'on demande de différencier 2 notions? Est-ce qu'on demande d'expliquer les causes et les conséquences? Voilà, faites bien attention à ça, puisque ça va donner en fait la forme de votre réponse et finalement quasiment la moitié des points. N'oubliez pas d'intégrer les définitions. Voilà, on est peut-être allé un petit peu trop vite. N'oubliez pas de donner la définition de chaque mot pour cette épreuve. Comme pour la dissertation, il faut définir tous les mots que vous employez, tous les mots du vocabulaire économique et social. À chaque fois que vous utilisez un des mots, n'oubliez pas de le définir, puisqu'à chaque définition, vous avez des points en plus.
Enfin, montrez que vous avez suivi un cours de SES pendant 2 ans, hein, utilisez le vocabulaire adéquat, montrez à votre correcteur que vous êtes un élève de SES, et pas un élève de L, S, voilà, vous avez un vocabulaire précis à utiliser. Attention au piège. Le principal piège dans cette épreuve, c'est la récitation du cours. C'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. On vous demande de mobiliser les connaissances, ça veut dire finalement utiliser certaines notions. Il faut aller les piocher dans le cours en fait. Il faut utiliser les notions peut-être de chapitres qui sont différents pour pouvoir expliquer, proposer une démonstration de la question, à la question qui vous est posée. Et n'oubliez pas d'expliciter et d'illustrer votre réponse. Donc même méthode que pour la méthode de la dissertation. Vous faites AEI, affirmer votre réponse, l'expliquer toujours et illustrer par un exemple. Voilà, normalement si vous faites tout ça, il n'y a pas de raison que cette partie 1 de l'épreuve composée soit difficile pour vous. Donc on peut y aller pour la suite, hein, voilà un peu ce qu'on attend de vous dans cette épreuve, les critères de notation, déjà la compréhension du sens de la question. Hein, ça on le voit à la manière dont vous allez répondre. Est-ce que vous avez compris qu'on vous demande une démonstration? Est-ce qu'on vous demande une cause-conséquence? Voilà, on voit tout de suite. Est-ce que vous respectez la consigne de la question? Bon, ça aussi, on le voit à la manière dont vous répondez. Et enfin, est-ce que vous proposez bien les définitions de chaque terme? Et est-ce que vous vous contentez de citer les notions? Ou est-ce que vous les citez et vous les expliquez? Ou est-ce que vous citez, expliquez et illustrez? Voilà ce qu'on regarde dans la correction hein, de cette partie. Ensuite, on regarde bien si vous maîtrisez les connaissances, si les notions sont bien expliquées, ça on le voit dans votre démonstration. Et enfin, on regarde si vous vous contentez, si vous avez bien cerné la question, on regarde si vous ne parlez pas d'autre chose qui ne serait pas en rapport avec le sujet. Hein, donc il faut bien se contenter à la limite hein, qui vous est imposée par la question. Et enfin, on regarde la cohérence, ça c'est plus lié à l'expression écrite, hein, à la cohérence de la réponse. Est-ce qu'elle est bien organisée sous forme de paragraphe, hein, comme on a vu ensemble, AEI, à chaque fois qu'on a une idée. Et enfin, point de vigilance, bon, pas d'attente formelle vis-à-vis de la réponse. Voilà. Donc on peut passer à la suite. Alors, partie 2 de l'épreuve composée. Alors là, on change un peu de méthode. On n'est plus dans de la mobilisation de connaissances. Je dirais presque au contraire. Il n'y a aucune connaissance qui sont demandées dans cette partie 2 de l'épreuve composée. Donc là, tout le monde peut prendre les 4 points. Et tout le monde doit prendre les 4 points. Donc durée de cette partie, 30-45 minutes hein, à peu près. Et entre une demi-page et une page. On peut passer à la suite, hein, directement à ce qui est attendu de vous. Donc vous devez commencer par décrire le document. Ça, tout le monde a la méthode, je pense, chez soi. Il faut la décrire à la méthode un peu d'un non-voyant. Donc tout ce qui apparaît dans le document, vous devez le citer. Le titre, la source, quelle est l'unité de mesure, la date, le lieu. Vous devez tout décrire. Ça, c'est sur un point. Donc n'oubliez pas, ça serait bête d'oublier un point, simplement sur une description du document. Vous devez ensuite rédiger votre réponse un peu à la méthode d'un journaliste. Alors comment font les journalistes pour rédiger une réponse? Ils le font de manière objective, c'est-à-dire que vous devez vous contenter d'expliquer les faits que vous voyez sur le document de manière objective, en éventuellement citant le document. Toujours commencer par le général, c'est-à-dire ce que vous contemplez, ce que vous voyez sur le document de façon générale, et ensuite vous allez sur les choses plus précises en fonction de votre développement. Donc par exemple, si on a un schéma sur la croissance, imaginons, vous allez voir la croissance, on va dire, bon bah, apparemment on voit la croissance qui augmente entre 45 et 1970. Ensuite, vous analysez peut-être les petites fluctuations qu'on verra sur la croissance, et vous en donnez sûrement une explication. Hein, les chocs pétroliers, une crise financière, voilà. Donc vous partez du général, puis vous expliquez les détails de votre document. N'oubliez pas, puisque c'est des points aussi en plus pour vous, n'oubliez pas de faire des calculs simples, de faire parler les chiffres lorsque vous avez un document chiffré. C'est-à-dire, voilà, s'il y a un pourcentage, montrez ce que veut dire ce pourcentage, par le biais d'une petite phrase intégrée dans votre développement. Ça, c'est des points en plus. Donc, les pièges à éviter,
oubliez de répondre à la question. Parce que oui, dans cette partie, vous avez une question au-dessus du document qui va vous permettre de rédiger une réponse. Donc n'oubliez pas d'apporter une réponse à la fin de votre développement. Oubliez de citer certaines caractéristiques du document. Hein. Certains oublient souvent de citer le titre. Ça vous fait des points en moins si vous l'oubliez. Ne pas oublier non plus d'utiliser les données statistiques des documents qui vont permettre au correcteur de voir si vous êtes capable finalement d'analyser un document et de l'expliquer à quelqu'un et déjà de le comprendre vous-même. Enfin, n'allez pas au-delà de la consigne. Ne faites pas plus que ce qui vous est demandé. Ce sera considéré comme hors sujet. Dans cette épreuve, il faut simplement que vous ayez un esprit très scientifique. C'est-à-dire que vous décrivez simplement ce que vous voyez et vous en tirez les conclusions liées à votre cours pour expliquer les constats que vous faites dans ce document. Voilà pour la partie 2. Merci pour ce live de révision, merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous aura apporté des précisions. Peut-être y a-t-il des questions en plus sur cette épreuve composée? Pas vraiment sur l'épreuve composée. Il se pose surtout des questions sur comment organiser ses révisions en fait. De manière générale pour le bac. Si tu as des petits conseils à leur donner, ce serait super sympa. Alors moi, les conseils que je peux vous donner, d'abord, c'est de faire des fiches. Si elles ne sont pas encore terminées, ça serait bien de les terminer assez rapidement. Pour ceux qui n'auraient pas fait de fiches, je dirais qu'il faut reprendre tous les points principaux de vos cours. C'est-à-dire que vous prenez votre chapitre et vous essayez de repérer, soit vous les surlignez, soit vous les mettez sur une feuille à part, tous les points principaux de chaque chapitre et vous essayez de les expliquer, soit à un collègue à vous, un camarade, soit vous les expliquez à vous-même. Et si vous vous rendez compte que finalement vous êtes à l'aise sur ces sujets, eh bien passez au chapitre suivant et entraînez-vous à définir et à expliquer les notions importantes de chaque chapitre. Vous verrez que ça vous aidera, lorsque vous devrez rédiger une dissertation ou une épreuve composée, à expliquer vos idées de façon claire et précise. Si jamais c'est bon, alors n'hésitez pas aussi à aller voir normalement en haut à gauche de la fenêtre, vous avez un petit onglet, un petit i, où vous pouvez aller voir d'autres lives, d'autres vidéos sur la correction de Pondichéry par exemple. Voilà, n'hésitez pas à aller dessus, ça peut être intéressant aussi pour vous. Une dernière petite question, oui. Si tu veux. Myriam qui nous demande pour la présentation du document, est-ce qu'il y a un nombre de lignes minimum, maximum, quelle taille ça doit faire? Simplement la présentation, il n'y a pas de minimum ou maximum, mais ça prend à peu près 3 lignes. Le temps de définir tout ce que de citer tout ce que vous voyez sur le document. Titre, date, unité de mesure, voilà, à peu près 2-3 lignes. Quartier Nord qui nous dit est-ce que tu peux expliquer comment on problématise la problématique de dissert et de C3 Alors oui, ça pose toujours un souci, la problématique. Il faut bien s'entraîner, il faut en faire plusieurs pour pouvoir prendre le coup. Mais l'idée, c'est bien d'analyser le sujet. Vous commencez par définir les mots du sujet. Ensuite, normalement, des questions arrivent dans votre tête. Comment est-ce qu'on peut imbriquer deux notions? Comment est-ce qu'on passe de la croissance, la croissance effective à la croissance endogène? Voilà, toutes ces questions, il faut essayer de trouver une question globale qui va venir répondre à toutes ces questions. Et ensuite, dans votre développement, vous allez reprendre toutes ces petites questions dans le développement des paragraphes. Donc normalement, la problématique doit englober toutes vos questions. Voilà. Petite dernière pour la route, si vous avez le temps. Petite dernière, allons-y. Laura qui dit, est-ce qu'il faut définir les termes de la présentation du document? Est-ce qu'il faut tout définir? Alors non, il ne faut pas définir Alors si, par contre, il faut définir les termes de la question posée sur le document. Ça oui, il ne faut pas oublier de définir les termes effectivement de la question qui vous est posée dans la partie 2 de l'épreuve composée. Parce que ça aussi, ça vaut 1 point, je crois. Donc n'oubliez pas de définir les termes, effectivement. Très bonne question. Et enfin, c'est la dernière. Louisa, dans quelle mesure faut-il s'appuyer sur les documents en dissertation? Alors en dissertation, vous devez utiliser tous les documents. C'est-à-dire que chaque document va avoir une utilité. Donc dans quelle mesure faut-il s'appuyer dessus? Je dirais au maximum. Il faut utiliser chaque document pour normalement illustrer votre idée, donner un exemple via le document.
Et généralement, les documents sont là pour faire en sorte de vous faire penser à des éléments de cours que vous auriez potentiellement oubliés. Donc normalement, tous les documents sont utilisables. Voilà, merci beaucoup, bon courage pour vos révisions et rendez-vous sur DigiSchool pour un nouveau live prochainement.